Nouveau journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'opposition à peine voilée du Front du sursaut patriotique au projet de révision de la Constitution. Le Front, regroupant de partis politiques et de syndicats, veut tenir un sit-in à cet effet le vendredi prochain devant l'Assemblée nationale. Un nouveau gouvernement pour la Somalie. Sa composition a été dévoilée ce mardi par le Premier ministre du pays. Ce gouvernement compte 26 membres. Les Pays-Bas, à l'heure des résultats officiels des dernières législatives, ces résultats confirment le succès des libéraux du Premier ministre sortant, Mark Rutte. Le Front du sursaut patriotique s'oppose donc au projet de révision de la Constitution béninoise. À cet effet, il va organiser vendredi prochain sur l'esplanade de l'Assemblée nationale un sit-in. Cette décision a été prise ce mardi au cours d'une réunion compte tenu ses membres, partis politiques et syndicats. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Nous avions initié le jeudi dernier une conférence au cours de laquelle un front a été mis sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, les organisations adhérant à ce front se sont réunies aujourd'hui à la bourse de travail, comme il a été convenu. Étaient présents une trentaine d'organisations. Tous ont convenu que la situation du pays est grave, que la patrie est en danger, que nous ne pouvons pas accepter cela. Pour cela, ils appellent tout le peuple à se lever pour que nous puissions obtenir, le retrait pur et simple de ce projet de révision de la Constitution, que nous puissions y faire échec, que dans le même temps, les lois scélérates qui ont été adoptées, telles que sur la fonction publique, telles sur le renseignement, ces lois-là aussi soient abrogées. Donc, après avoir dénoncé ces complicités, la réunion, la rencontre s'est mise d'accord pour poursuivre ces combats. Donc, il a été décidé que le vendredi prochain, le jour de l'ouverture de la session extraordinaire, qu'il y ait un grand meeting, un grand sitting devant le Parlement pour dire non. Pour dire aux députés, le peuple est là et vous observe. Pour dire aux députés, le peuple n'est pas d'accord avec une révision de la Constitution sans l'implication du peuple. Il faut que le peuple soit absolument impliqué. Que cette réunion, dès jeudi soir, appeler les populations à aller se coucher devant le Parlement pour leur dire le peuple est là pour vous entendre. Qu'après ça, d'autres actions prévues absolument pour des marches, des manifestations de rue, des manifestations chiantes de rue pour que le peuple montre son opposition. Que l'opinion publique nationale et internationale, à travers toutes les représentations diplomatiques, sachent que le peuple n'est pas d'accord avec ce projet de constitution que l'on veut imposer pour instaurer une autocratie dans le pays. Propos recueillis par Ibrahim Orunambe Fréjus Fiossi. Il n'aura existé que pendant 5 mois tout au plus. Il s'agit du décret portant interdiction d'activité des fédérations, unions et autres associations d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin du 5 octobre 2016. Par sa décision DCC 17065 du 16 mars 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré ce décret contraire à la Constitution du 11 décembre 1990, de quoi réjouir les étudiants. Par sa décision DCC 17-065 du 16 mars 2017, la Cour constitutionnelle du Bénin vient de déclarer, contraire à la Constitution, la décision du Conseil des ministres du 5 octobre 2016 portant interdiction d'activité des fédérations, unions, associations ou organisations fertières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Elle considère ce décret du 5 octobre 2016, je cite, nul et non avenu. Les responsables étudiants s'en réjouissent. Mes impressions
tout de suite sont celles de joie, de satisfaction totale, d'allégresse et de fierté. C'est avec une grande joie, une fierté d'être un combattant que nous avons reçu l'information dans la journée de ce lundi, l'information selon laquelle la Cour a fait sortir une décision pour déclarer contraire à la Constitution la décision gouvernementale en date de 5 octobre qui met en mal la liberté d'expression des étudiants. Bon, en réalité, il faut dire que la Cour a dit le droit. Nous ne sommes pas des hommes de droit et nous félicitons le président de la Cour pour avoir fait respecter la Constitution. Satisfaits de la décision de la Cour, ils reviennent sur la question de la réorganisation du mouvement estudiantin. Vous savez, nous avons perdu du temps. Depuis le 5 octobre 2016, le mouvement étudiant s'est étiolé. Le mouvement a pris un coup. Mais je pense que l'heure pour nous est à la remobilisation. Je crois que la priorité pour nous aujourd'hui n'est pas la réorganisation du mouvement estudiantin, parce que la suspension des activités depuis le 5 octobre passé a engendré beaucoup de problèmes. Nous devons saisir cette opportunité pour aller nous réorganiser autrement. Et pour moi, ça ne devrait pas débouter même à une victoire ou bien à une manifestation qui montre que bon, voilà ça. Parce qu'il y a toujours un problème qui se pose, problème de la réorganisation. Et il ne servirait à rien que l'UNEP parle, et moi je me lève, je dis je ne suis pas d'accord, et comme ça, la personnalité morale du responsable étudiant n'est pas respectée. Rappelons que le gouvernement Talon avait pris la décision d'interdire toute activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants suite aux résultats d'enquêtes administratives relatives à des cas de violence et de vandalisme survenus en août 2016 sur le campus d'Abomey-Calavi. On s'intéresse maintenant au débat relatif au projet de révision de la Constitution. Ce débat, vous devez vous en douter, est alimenté par cette problématique. L'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 va-t-elle instaurer une nouvelle république? Des experts pensent que non, mais vous allez l'entendre. La Cour constitutionnelle a également son avis à donner sur le sujet. Le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990, s'il est adopté dans l'État, conduira-t-il le Bénin dans une nouvelle république? Non, répondent les constitutionnalistes. Quand peut-on alors parler d'une nouvelle république? Il n'y a pas de théorie constitutionnelle en matière pour dire voilà les indicateurs pour qu'on entre dans une nouvelle république. Donc il suffit de voir la pratique et de voir l'orientation que l'on donne à une nouvelle constitution pour se dire oui, on est dans une nouvelle république. C'est-à-dire, on dit, bon voilà, on ne va plus pratiquer la démocratie, c'est la dictature, ou bien c'est le contraire, c'est la dictature qu'on pratiquait maintenant, c'est la démocratie qui doit pratiquer. Ou bien encore, on peut être dans la démocratie, mais modifier de fond en comble l'organisation, le fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de nouvelle république avec le projet actuel, même si, comme je l'ai dit, il y a plus d'une quarantaine d'articles qui ont été touchés. Une institution phare, la Cour constitutionnelle, qui a été modifiée dans sa composition, une autre qui a été supprimée, le Conseil économique et social. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans une république parce que d'abord le préambule est laissé en l'état. Toute révision n'implique donc pas forcément un changement de république. Vous savez, la Constitution française de 1958 a été révisée plus d'une vingtaine de fois. La dernière fois, je crois qu'il me semble que c'est en 2008 où on a procédé, n'est-ce pas, à un rééquilibrage des institutions. Cela n'a pas suffi pour autant dire qu'on est, n'est-ce pas, passé à une 6e république. Parce que depuis 1958, on est dans la 5e république en France. Une révision constitutionnelle peut cependant conduire à une nouvelle constitution. Et pour le professeur Tokpanou, politiste, c'est le cas avec l'actuel projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Est-ce que oui ou non, avec le nouveau projet, on n'a pas des institutions nouvelles, on n'a pas des principes nouveaux? À partir du moment où il y a des institutions nouvelles, à partir du moment où il y a des suppressions d'institutions, à partir du moment où il y a des principes nouveaux, on est nécessairement dans une
nouvelle constitution. Il ne s'agit pas d'une révision, mais il s'agit incontestablement d'une nouvelle constitution. Il y a eu une révision en Côte d'Ivoire le 2 juillet 1998. Au cours de cette révision, qui avait touché 53 articles sur 76, cette révision avait été critiquée par la doctrine. Certains ont même parlé de détournement de procédure, car par la technique de la révision, l'on avait abouti à des institutions nouvelles, à des principes nouveaux, ce qui autorisait à y voir en fait une constitution nouvelle. S'il est aisé de donner des explications générales aux notions de nouvelle république ou de constitution, l'inexistence d'un consensus au niveau de la doctrine pose problème. Que d'ici la fin de la semaine, moi je me prépare à saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse nous dire exactement à partir de quand elle, la Cour, peut considérer une révision comme induisant soit une nouvelle constitution, soit une nouvelle république. Si, en tout état de cause, la polémique relative à l'instauration ou non d'une nouvelle république persiste, la Cour constitutionnelle, bientôt assaillie de recours, dira le droit une bonne fois pour toutes. Projet de révision de la Constitution encore, on parle maintenant des attentes des Béninois vis-à-vis de ce projet. Ils espèrent que l'initiative va contribuer à renforcer l'indépendance des institutions de la République vis-à-vis du chef de l'État et à corriger par voie de conséquence ce qu'ils considèrent comme des insuffisances de l'actuelle Constitution du Bénin. Écoutez la voix du peuple, propos recueillis par Kano François, Ongberi Hentor et Frévis Fiossi. De mon côté, je vois que si ça peut arranger le peuple béninois, ce serait bon. Mais si ce serait opportun du nouveau gouvernement, moi je ne serais pas d'accord. Oui, parce que l'ancien président qui était là a voulu faire ça, on a refusé. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans maintenant et on veut faire ça encore? Je ne comprends pas. Normalement, c'est comme ça qu'on va faire. Ce n'est pas le fait de dire que on ira à l'Assemblée si ce que l'Assemblée dit. Mais nous sommes plus nombreux que les députés de l'Assemblée. Donc, nous savons bien que ce sont eux qui sont nos représentants là-bas. Quand même, si ce serait aussi dans les avantages, eux peuvent accepter, alors que nous ne pouvons pas accepter ici. Bon, si je vois ça là, moi je vois que vaut mieux de dire ça à la population. Si la population accepte, on peut continuer. Bon, voilà, c'est l'euphorie qui tourne, qui y a autour de cette question qui me meurt, moi. Est-ce que bon, voilà, les Béninois aujourd'hui vont prendre assez de recul, prendre assez de hauteur pour ne pas aller dans le sens des intérêts partisans? C'est ça la principale question. Je voudrais juste qu'il y ait une révision de la Constitution, mais une révision de la Constitution qui puisse garantir à mon enfant qui n'a que 8 ans aujourd'hui, qui ne sait rien de tout ce qui se passe au plan politique, de pouvoir dans 10 ans ou dans 15 ans vivre aisément et bénéficier de tout ce que le Bénin puisse lui offrir comme garantie. Moi, mes attentes, c'est qu'il faut réviser vraiment en tenant compte des insuffisances qu'on a eu à relever dans la Constitution que nous voulons réviser. Par exemple, en allant vers l'indépendance des autres institutions par rapport à la présidente de la République, la Cour constitutionnelle, la HAC, la Cour suprême, le pouvoir judiciaire, tout cela est mis en pointillé dans ce que nous avons à réviser parce que, moi, à mon sens, l'indépendance des institutions telles que nous le souhaitons n'est pas du tout reconnue formellement. Ajoutons que c'est le vendredi 24 mars prochain que les députés vont commencer à tenir la session extraordinaire devant étudier le projet de loi relatif à la révision de la loi fondamentale du Bénin du 11 décembre 1990. La session a été convoquée après que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a voulu et à la demande du gouvernement béninois. C'est ce que l'on peut dire sur le sujet.
Dans l'actualité également, la pluie qui est tombée dans la nuit du lundi au mardi dernier sur certaines villes du Bénin, notamment Cotonou, elle a fait de nombreux dégâts. Ses effets ont été notés sur le couvert de la ville. Des arbres ont été ainsi déracinés. Et vous allez le voir, les habitants de Cotonou ne se sont pas fait prier pour les dépouiller de leurs feuilles et écorces aux vertus médicinales, n'est-ce pas, Corneille Aïssé? Des arbres déracinés endommageant les infrastructures routières et bloquant la circulation sur plusieurs acteurs dans la ville de Cotonou ce mardi. Ce sont là les dégâts causés par le violent vent qui a précédé la pluie qui a arrosé toute la ville de Cotonou dans la nuit du lundi à mardi. Ces arbres plantés pour embellir les voies n'ont pas résisté à la pression de ce vent. Résultat, des pieds de caïcédra tombés sur les chaussées et les trottoirs devant des maisons et des boutiques. Un constat que déplore la population. Lorsque les gens ont planté ces arbres, ils n'ont pas pensé un seul instant que ça pourrait grandir et que le vent pourrait les faire tomber un jour. Si ce n'était pas dans la nuit et si c'était dans la journée, c'est sûr, ça allait tomber sur des personnes ou des voitures et ça allait causer d'autres dommages. Dieu merci, c'est tard dans la nuit. La nature sait équilibrer ces choses. La population, attirée par les vertus de ces plantes qui seraient très efficaces dans le traitement de certains maux, n'ont laissé aucune chance à ces arbres tombés. Racines, écorces, tiges, feuilles, tous les organes de ces plantes ont été prélevés en un temps record. Les populations sont à la recherche des moyens de proximité. Compte tenu des vertus que le caïcédra détient, c'est une opportunité. Parce que si l'arbre était debout, aucun d'eux ne peut avoir le courage d'aller vers l'arbre. C'est la nature qui a fait tomber. Donc, ils étaient tranquilles et ils cherchaient les feuilles, les racines, les écorces. C'est grâce à la curiosité, aujourd'hui moi je suis en forme comme ça là. J'ai passé, je suis réveillé, je passe ici, je vois les gens chercher les arbres, prendre des racines. Moi je dis ça c'est quoi, ça soigne les palus, ça fait comme ça. Moi je me retrouvais non, je suis à toutes les maladies qu'ils ont parlé là. J'ai pris un peu pour goûter, je vois que depuis que je commence à mâcher ça là, je sens déjà que non c'est bon. La population a su donc profiter de cette situation qui aurait dû être dramatique, raison pour laquelle elle suscite plusieurs interrogations. Les plans définis dans les politiques d'aménagement et de verdissement de nos villes sont-ils choisis en fonction du substrat du milieu? Quel entretien réserve-t-on à ces plans une fois mis en terre? Face à cette interrogation et vu le démarrage de la saison des pluies, la population formule des doléances. Il faut que les autorités pensent désormais à prendre des dispositions pour que, face à ce genre de situation, on n'assiste pas à ce que l'arbre tombe comme ça dans la rue. Les autorités, les acteurs à divers niveaux dans le plan d'aménagement de nos villes doivent donc prendre des dispositions pour éviter de pareilles situations. Actualité en dehors du Bénin, la Somalie dispose d'un nouveau gouvernement. Sa composition a été dévoilée ce mardi par le Premier ministre du pays, Hassan Ali Kairé. La nouvelle équipe compte 26 membres, dont 6 femmes. C'est la première fois qu'un gouvernement somalien comporte autant de femmes depuis 1991. À propos du nouveau gouvernement de la Somalie, il est composé de technocrates et professionnels de la politique et respecte les équilibres claniques du pays. Aux Pays-Bas, les résultats officiels des dernières législatives ont été annoncés ce mardi. Ils confirment le succès des libéraux du Premier ministre sortant, Mark Rutte. Les Pays-Bas ont officiellement confirmé mardi la victoire aux législatives du 15 mars des libéraux du Premier ministre sortant Mark Rutte qui mènent les négociations en vue de former une coalition gouvernementale. Bij de VVD 33. Au sein du VVD, Parti libéral populaire et démocrate, 33 sièges. Parti travailliste, 9. PVV, Parti pour la liberté, 20. SP, Parti socialiste, 14. CDA, Appel chrétien démocrate, 19. Démocrate, 66, 19. L'Union chrétienne, 5. Écologiste de gauche, 14. 5 GroenLinks, 14. Des élections libres, des votes libres, ce sont des fondements importants de notre démocratie parlementaire. C'est pourquoi nous devons aussi savoir avec certitude que cela se produise soigneusement et que les résultats soient aussi dignes de confiance. Il est certain qu'en ces temps de piratage informatique et de cybercrime, cela ne va pas de soi. Et pour le Conseil électoral, cela signifie également beaucoup de travail supplémentaire. Le comptage a dû être entièrement fait à la main.
bestuursraad betekende dat ook een hoop extra werk. Het tellen moest allemaal... Partenaire de la précédente coalition gouvernementale avec le VVD de Marc Rutte, le parti travailliste PVDA s'est effondré, passant de 38 députés en 2012 à 9. Plus de 10,5 millions d'électeurs se sont rendus dans l'isoloir, selon le président du conseil électoral. Quant au taux de participation, il s'élève à plus de 81%. Het opkomstpercentage bedroeg daarmee 81,9%. Le taux de participation s'élève ainsi à 81,9%, soit un peu plus que ce qui avait été indiqué dans les médias. C'est plus haut que lors des élections législatives de 2012, lorsque, je l'indique encore par clarté, le taux de participation était de 114,7%. Percentage 74,6%. Après l'élection, place à la formation d'une coalition gouvernementale. Pour tenter de mettre sur pied cette coalition, les chefs de parti rencontraient l'éclaireur, à savoir la personne chargée de tester les différentes coalitions politiques possibles pour atteindre les 116 sièges nécessaires pour une majorité parmi les 150 députés de la Chambre basse du Parlement. La ministre sortante de la Santé, Edith Schippers, VVD, qui a endossé ce rôle, a rencontré Rutte, le leader de D66, le chef de file du CDA et Claver, selon la radio-télévision publique néerlandaise. Ensemble, ces 4 partis devraient rassembler une solide majorité de 85 sièges. Mais Claver, dont le parti est politiquement éloigné des idées pro-business des libéraux de Rutte, avait souligné par le passé qu'il n'envisageait pas de travailler avec le Premier ministre sortant. Madame Schippers, qui devait rendre un rapport mercredi au Parlement, a demandé mardi une semaine supplémentaire à la Chambre pour mener sa mission, d'après l'agence de presse néerlandaise ANP. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benineden.tv, que je vous invite à consulter.